Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'après-match dans Rouge et Blanc. On va revenir ensemble aujourd'hui sur la première défaite du Stade de Reims à domicile. Alors le Stade de Reims qui est resté sur une très belle série de 6 victoires consécutives à domicile et qui s'est incliné face au 18e Laval avec son nouvel entraîneur Marco Simone sur le score de 2-0. Une très très triste défaite sur laquelle on va revenir ensemble aujourd'hui. Alors avec nous aujourd'hui Valentin. Bonjour Valentin. Salut Benjamin, bonjour à tous. Et Romain. Bonjour Romain. Salut Benjamin, salut à tous. Alors justement, qu'avez-vous pensé de ce triste match de mon point de vue et cette défaite 2-0 face à Laval? Valentin? Alors, première défaite à domicile pour le stade. Très triste défaite, puisque là, on a vraiment manqué de créativité. Berthier en 10, voilà, on a vu que ça n'avait pas forcément fonctionné. Il y a eu des choses qui ont été testées qui ont moins bien marché, mais faut quand même saluer la réussite des Lavallois, puisque finalement, on leur donne 2 buts, mais ils sont bien, on va dire qu'ils ont su les chercher, les 2 buts. Donc voilà, première défaite à domicile. Pour moi, c'est pas forcément plus inquiétant que ça parce qu'on va vite pouvoir redémarrer dans un calendrier qui est plutôt facile, on va dire. Mais il va falloir quand même savoir prendre des points dans ces matchs qui peuvent paraître plutôt faciles. Honnêtement, j'ai l'impression que c'était un match triste, oui et non. J'ai l'impression d'assister au même match toutes les semaines. À part que là, cette fois-ci, la chance a tourné et est passée du côté de Laval. C'est Laval qui a joué sur son efficacité et son opportunisme et pas le Stade de Reims qui encaisse 2 buts sur des erreurs individuelles qui sont quand même assez regrettables. Mais honnêtement, je trouve pas ça plus inquiétant que les matchs précédents, si ce n'est que là, le résultat est pas du tout en la faveur du Stade de Reims. Ouais, ça sentait le match piège avant le début du match. C'est clair que le but pris au bout de 5 minutes a plombé totalement le reste de la partie parce que ça change totalement la physionomie du match. Et au final, Laval a joué à la Stade de Reims, on peut dire. Euh, Marco Simone a fait du Michel Darzacarian, un but et puis on bétonne derrière et puis ça a tenu, on joue en contre et au final c'est là qu'on se rend compte peut-être des limites encore du collectif rémois qui une fois que qui n'est pas dans cette situation de bloc compact qui joue plutôt en contre et qu'il faut faire du jeu, c'est tout de suite en difficulté. Oui, c'est en difficulté, mais ça vient pas de ça vient surtout de la ligne de devant si c'est en difficulté. On l'a bien vu avec Kankava qui a fait un très bon match. On a peut-être enfin trouvé un meneur de jeu, même si ce serait un meneur de jeu placé, placé de façon assez basse. Pour faire du jeu, je pense que ça pourrait le faire. C'est juste que là, ce soir, les attaquants au milieu offensif étaient juste pas du tout inspirés. Ouais, comme tu l'as dit, très bon match de Kankava. Alors c'est intéressant en termes de meneur de jeu reculé. Ça fait un peu un poste à la Pirlo, je trouve ça marrant. Et voilà. Après, meneur de jeu reculé, ok, mais il va quand même en falloir, enfin, il va falloir en trouver un vrai, un meneur de jeu, parce que là, Berthier, c'est pas du tout convaincant. Logiquement, c'est Charbonnier. Bon, il était pas là vendredi soir, mais il y a quand même des choses à régler pour les prochains matchs. Mais moi je trouve que c'est quand même pas normal que ce soit à Kankava de faire le jeu. Je veux dire, c'est pas son rôle, c'est pas ses qualités premières. Même s'il a fait un match juste énorme vendredi soir contre Laval, honnêtement, si tous ses coéquipiers s'étaient mis au niveau que lui il avait ce soir-là, le Stade aurait pas eu de difficulté à remporter la rencontre. Je suis d'accord avec toi sur Berthier. Bon, moi je suis vraiment pas convaincu du tout par ce joueur. Non, j'en peux plus, moi. On est d'accord. On va revenir ensemble alors. Parce qu'on rappelle pour nos auditeurs que Romain est rédacteur sur drômedumatch.fr. J'ai eu une petite surprise en voyant ses notes, après le match, où tu attribues notamment Romain un 6,5 à Berthier. Tu écris, je te cite, incroyablement désespérant durant les 15 premières minutes. Moi, personnellement, je l'ai trouvé incroyablement pardon, désespérant pendant toute la rencontre. Je sais pas si Valentin, je crois que tu es d'accord avec moi, hein, parce qu'on a Oh regardé bah le match oui, ensemble. Mais ouais. ouais, franchement, j'ai un peu de mal à cerner les qualités de ce joueur. Il est pas spécialement rapide, il est pas costaud, il est pas bon à duel aérien.
il gagne pas forcément de duel, il dribble pas plus que ça. Enfin, ça, il touche 30 fois le ballon pour finalement la perdre ensuite. C'est vraiment, c'est vraiment un type de joueur qui m'énerverait si je jouais avec et qui m'énerve encore plus à regarder jouer en fait. Alors, je vais quand même te donner sa principale qualité, c'est la percussion. Puisque dès qu'il avait la balle, ok, il avait la tête dans les chaussures, il jouait souvent tout seul, mais au moins il essayait de percuter et vraiment d'aller défier les défenseurs. C'est quelque chose qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir au stade, hormis peut-être Diego. Mais bon, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Après, c'est clair qu'il joue tout seul. Il y a des mauvais choix, des pertes de balles. On sait toujours pas quel poste il joue, puisque pareil, un coup milieu gauche, un coup milieu droit, un coup 10. Donc c'est compliqué. Alors, je vais quand même me défendre. Au niveau de Bon courage. Berthier, je suis, je suis d'accord avec toi, Valentin. Sa principale qualité, c'est la percussion. Quand j'ai vu cet été qu'il avait signé au Stade de Reims, je me suis dit, ah, Auxerre, il avait fait des bonnes saisons. Il n'était Une bonne pas, saison, il y a 2 ans. oui, oui, il n'était pas exceptionnel sur la saison d'avant, Voilà. mais, mais ça allait. C'est quand même un joueur qui est encore très jeune. Alors, ok, physiquement, voilà, c'est une chips, on va le dire très clairement. Mais ça, c'est pas très grave parce que ce qu'il a fait le soir du match par rapport aux autres soirs, c'est que il a réussi dans sa percussion à avancer, à aller vers l'avant avec le ballon. À chaque fois, il voulait aller vers l'avant, alors que souvent, on l'a vu faire 1 mètre et perdre le ballon, ou aller en touche tout seul, ou se cogner dans des défenseurs adverses. Là, il a essayé de provoquer, ça a plutôt bien réussi, j'ai trouvé. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est quand il permutait avec Diego, j'ai trouvé qu'il y avait quelques bons enchaînements de passes et de jeux en une touche de balle qui étaient très intéressants. Voilà ce que j'ai trouvé. Surtout avant pour rentrer dans les 30 premiers mètres. Après, il était totalement transparent. D'accord, c'est pas lui qui va mettre un but, c'est pas lui qui va faire une passe décisive comme Diego, mais j'ai trouvé vraiment C'est que un peu dommage pour un 10. c'est pas faux. Après, c'est sûr qu'on peut discuter de son placement parce que c'était peut-être pas, c'est même sûr même en fait que c'était pas du tout le bon poste auquel le faire jouer. Mais je l'ai pas trouvé si désespérant que ça. Au début, je me suis dit, oh, c'est pas possible, il va nous faire comme tous les soirs. Et finalement, j'ai l'impression que il a bien permuté, il a bien couru, il a fait des bonnes passes. Alors, il n'a pas été décisif. Il a peut-être perdu un peu trop de ballons. Mais je trouve qu'il n'a pas été plus catastrophique que les autres, honnêtement. Il y a peut-être eu un petit peu de mieux sur la deuxième mi-temps. Euh, il y a une chose à la limite qui me plaît un petit peu chez lui, c'est qu'il veut toujours jouer vers l'avant. On l'a souvent Ouais. vu, il a peut-être tendance quand il faut le faire, ne pas remettre la balle derrière pour ressortir, etc. Mais il a toujours cette volonté quand même de se retourner, de jouer avec un partenaire qui est devant et du coup faire avancer le jeu. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut quand même lui accorder. Alors, je vais rebondir sur ta très belle expression. Alors, avec Berthier, qui est une chips, on va passer Alors, sur la grande frite. La grande frite devant Valdé, qui, moi, m'a exaspéré image de totalement patate. vendredi. Oh là là, je sais même pas par où commencer. Ce qui m'a le plus choqué chez lui, c'est son manque d'engagement dans les duels aériens. Le gars fait 1m90, il ne saute pas. Il ne saute pas. C'est soit, alors il fait le geste, hein, il fait le mouvement, il va vers le ballon, vers le défenseur. Mais au moment où le ballon arrive, alors soit il s'écarte, ou soit il tourne autour du joueur, mais à aucun moment il ne va faire le duel, il ne va jouer le duel, et du coup, forcément, il ne gagne pas le duel. Ouais, donc pourtant, Baldé, c'est un joueur que j'ai l'habitude de défendre. Mais là, je pense que ce soir, ça va être, ça va être plutôt compliqué Compliqué. au vu du match qu'il a fait vendredi. Donc oui, comme tu l'as dit, on sent vraiment un manque de motivation. Donc c'est un peu bizarre pour un joueur qui vient d'arriver au club. Mais pourtant, on le sent vraiment nonchalant, sans avoir vraiment la volonté de se battre. Après, c'est ce que je dis et je répète, le souci, ok, il se crée pas d'occasion. Donc du coup, il en loupe pas forcément, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de vraiment bien le servir? Parce que là, finalement, à part balancer 52 centres, soit quand même un centre toutes les 2 minutes quasiment, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? À part balancer, ok, des longs centres, alors on a trouvé preneur sur 4-5 fois, ok, mais à un moment, il faudra quand même évoluer dans notre jeu
et essayer voilà, d'utiliser plutôt ses appels en profondeur, des choses comme ça. Parce que là, je me suis focalisé voilà, plusieurs fois sur lui, sur des séquences de voilà, 3-4 minutes. Il fait quand même beaucoup d'appels en profondeur et il est jamais servi. Donc il va faire l'appel une fois, deux fois, trois fois, toujours pas servi. À un moment, je pense que ça va le décourager. Alors moi, je suis pas d'accord avec toi par rapport au fait que, enfin, comme tu dis, il n'est pas bien servi ou quoi. Comme tu l'as rappelé, il y a eu 52 centres dans le match, ce qui est quand même énorme. 52 centres dans un match, quand même. Et si il avait eu ne serait-ce que la moitié de l'implication et de la détente que Diego a sur ce match, Diego c'est quand même pas le joueur le plus grand de l'effectif, mais putain quand il y a un centre, il y va quoi. Il saute et il a quasiment toujours le ballon. C'est les deux plus grosses occasions, c'est lui qui se les crée sur des centres, les deux centres de Traoré, non un centre pardon de Berthier, un centre de Traoré, et c'est lui qui va quand même qui va se créer les occasions, qui saute et qui a une détente et qui y va quoi. Si je comprends pas qu'un gars qui comme Baldé qui fasse 1m90 n'ait pas qui devrait forcément normalement avoir les qualités requises et plus faciles comment dire pour sauter et pour aller mettre sa tête, ne fasse pas les mêmes efforts que Diego peut faire par exemple. Bon, en termes de qualité physique, surtout vu les mensurations de Baldé, je suis pas totalement sûr qu'il ait une grosse détente. Honnêtement, je le vois plutôt comme, comme depuis le début de la saison, un grand mou un petit peu. Je pense qu'il n'a pas énormément de détente et c'est La normal parce frite. qu'il... Voilà, exactement. Une frite, ça saute pas très haut. Et honnêtement, je pense pas qu'il ait énormément de détente. Après, moi, je suis plutôt d'accord avec Valentin. J'ai pas été énormément choqué par le fait qu'il ait vendangé des occasions ou quoi, parce qu'en fait, il en a pas eu. Et j'ai pas vraiment l'impression qu'il n'en ait pas eu parce qu'il n'en s'en est pas créé, mais plutôt parce que on ne lui en a pas créé. Je me rappellerai toujours de cette action où il y a trois joueurs du Stade de Reims qui sont juste derrière un défenseur du Stade Lavallois, et la balle, elle tombe sur qui? Sur le défenseur du Stade Lavallois. Alors, les trois c'était Baldé, Berthier et Diego qui étaient derrière. Ils peuvent sauter et mettre leur tête, ça sert à rien parce que le ballon il est mal centré et ça tombe sur le défenseur, sur le seul défenseur qui était là. Et là, ça aurait pu faire ficelle facilement. Donc, honnêtement, j'accablerais pas trop Baldé. Pour le manque d'investissement, ça m'a pas sauté aux yeux. Mais bon, après, si tu le dis, c'est possible. Mais j'ai trouvé qu'il a été plutôt transparent, mais pas si désespérant que ça, honnêtement. Moi, je suis pas d'accord avec toi sur ce point-là. Surtout sur le point où tu dis que il ne se crée pas les occasions, enfin, que c'est qu'il n'a pas qu'il ne vendange pas d'occasion, pardon, parce qu'il ne s'en crée pas, mais plutôt parce il est pas bien servi pour se créer enfin, avec tous les centres qu'il peut y avoir. À partir du moment où il ne va pas au duel et qu'il ne tente pas de reprendre le ballon de la tête, il va pas se les créer les occasions. S'il y va et qu'il tente, d'accord, là, éventuellement, peut-être c'est parce qu'il est mal servi ou quoi. Mais là, il ne fait même pas l'effort d'aller au duel et de tenter de remporter le duel face au défenseur. C'est ça que je lui reproche sur ce match-là. Il y a un vrai manque d'engagement au niveau des duels aériens. Il n'a pas été une seule fois tenté de mettre sa tête au duel face au défenseur. Oui, je suis d'accord, mais après, tu as des attaquants qui ont des qualités différentes. Tu as certains attaquants, voilà, ils vont être super forts de la tête. Tu en as d'autres qui vont plutôt prendre la profondeur. Tu en as d'autres, ça va être des renards des surfaces. Donc là, si on a affaire à un garçon qui est pas forcément bon de la tête, mais qui est plutôt sur la profondeur ou sur la qualité de placement en renard des surfaces, là, c'est des qualités que tu n'exploites jamais, en fait. Bah forcément, si à ce moment-là, il faut revoir la tactique. À ce moment-là, c'est la tactique qui n'est pas Ah, bonne. oui. On va encore Ah, revenir, oui, je Bah pense, oui. au même problème, au même sujet. Mais, euh, mais à ce Quand moment-là, tu balances 52 si centres, c'est bien un problème de tactique de toute façon. ah bah 52 bien centres, sûr, c'est pas c'est On que possible. est tu n'arrives d'accord. pas à faire la différence dans l'axe, dans le cœur du Bien jeu. sûr. Mais si on a un attaquant, comme tu dis, qui n'a pas forcément les qualités pour jouer les duels de la tête, à ce moment-là, tu balances pas 52 centres. Je sais pas, moi, ça me Oui, paraît. on est d'accord, mais après, c'est une question de joueur aussi. On a des joueurs qui savent centrer, quand même, c'est vrai. Oui. Avec Diego, Tourane, même Traoré, même Berthier, on a des joueurs qui savent centrer. Donc à partir du moment où tu mets ces joueurs-là sur le terrain, tu sais que ces joueurs-là, ils vont se baser sur leur qualité.
Si les joueurs savent qu'ils ont une bonne qualité de centre, automatiquement, boum, ils vont décaler, ça va centrer. Mais si t'as personne à la retomber, c'est clair que ça sert à rien. D'où l'incompréhension de la non-titularisation de Charbonnier. Mais il n'était pas là, Charbonnier était. Ah non, ça c'est parce qu'il était pas là. Oui, non, mais pour les matchs d'avant, parce pour le qu'il match y a d'avant. généralement à peu près tous les mêmes joueurs en attaque. On retrouve très souvent Berthier, Diego, qui savent très bien centrer, Traoré aussi, même Tourane parfois, qui est titulaire ou qui peut faire des apparitions dans les matchs. Et on se retrouve toujours avec Baldé, qui pour moi est plutôt renard des surfaces que un type un peu comme Giroud qui va aller au combat et mettre sa tête. Et, euh, et honnêtement, je trouve que ça vient plutôt du choix du joueur et du choix du schéma dans lequel inscrire Baldé plutôt que de Baldé lui tout seul. Ouais, mais alors c'est pareil, hein, pour Charbonnier, c'est vraiment pas un mec super fort de la tête. Enfin, on l'a déjà vu, pendant longtemps, il a eu des problèmes de détente, de timing. Donc honnêtement, mettre Charbonnier en pointe pour mettre des têtes, c'est pareil, c'est pas la bonne solution. Non, pour jouer en remise. Ah, mais Uniquement ok, justement, en pardon. là, remise. moi Ok, je c'est pense bon. que ce match-là a montré à quel point Charbonnier est déterminant à domicile quand il faut faire du jeu, quand il faut savoir, savoir se créer des opportunités dans le cœur du jeu. C'est là qu'on voit que c'est son jeu en remise et sa qualité technique feront les différences pour pouvoir justement faire les différences dans le match et marquer des buts. Là, on voit bien qu'au final, il n'y avait pas ce joueur-là qui puisse faire l'intermédiaire entre le milieu et l'attaque, même si Kankava a essayé et l'a très bien fait sur certaines séquences. Mais il manque voilà, un charbonnier en 10 pour pouvoir faire le lien entre les milieux et l'attaquant. C'est parce que là, on voit très bien que justement, il n'y avait pas ce type de joueur qui était présent sur le terrain. Et que du coup, on est passé sur les côtés et on a fait que centrer, que centrer, que centrer. Et avec le résultat qu'on connaît qui était néant. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Benjamin. On va maintenant parler de. Alors, je voulais peut-être faire un petit point sur la gestion d'Hugo Rodriguez. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé dans le podcast, d'abord avec Charbonnier, et même récemment encore sur le début d'absence de Rodriguez, qui était vraiment un élément majeur de l'équipe en première partie de saison. Et là, il n'était même pas sur la feuille de match. Alors, après, je n'ai pas forcément les infos. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il a un problème? Ou est-ce que tout simplement Der Zakarian le met à l'écart? Parce que là, ça fait quand même une paire de matchs qu'il a perdu sa place au milieu. Et aujourd'hui, enfin, ce vendredi, il n'était même pas sur la feuille de match. Est-ce qu'il y a un problème, Rodriguez? Bah, disons que c'est une gestion à la Der Zakarian. On comprend pas forcément. Après, la seule explication possible, c'est pour garder tous les joueurs concernés. Il y a quand même un large effectif. Rodriguez, il a beaucoup participé au début de la saison. Donc, pour garder des joueurs concernés, il en intègre d'autres dans le groupe. On pense à Endom. Bon, là, il y avait Siebatchur en plus. Donc, c'est la seule explication. Après, c'est quand même bizarre parce que les prestations de Rodriguez étaient plutôt intéressantes. Son dernier match de mémoire, c'est dans le fameux 3-5-2 de Lens, où il joue 10. Il me semble qu'on l'a pas revu depuis. Il était rentré en fin de match, Donc, je ne sais plus, contre Strasbourg, je crois. ah ok, peut-être alors. C'est possible, Peut-être, je sais je plus, suis je pas me sûr. souviens plus. Mais ce sera très intéressant de le voir aux côtés de Kankava, par exemple. Je pense que honnêtement, alors moi j'ai jamais trouvé que Rodriguez était exceptionnel, honnêtement. Je l'ai déjà dit et je le redis. Pour moi, Rodriguez apporte pas grand-chose. Je trouve que peut-être que Michel Derzakarian s'est rendu compte que Dacruz solidifiait son milieu de terrain, le rendait plus solide que physiquement parlant. Quand il y avait des pressions et des batailles au milieu de terrain, c'était souvent le Stade de Reims qui réussissait à garder et à gratter quelques ballons par l'intermédiaire de Dacruz. Et du coup, il a voulu jouer cette association avec Ankava quand il est revenu en forme. Il a vu que ça fonctionnait très bien, que les deux avaient une complémentarité toute relative, mais que ça libérait Dacruz qui pouvait plus se projeter, que il n'hésitait pas à venir aider Kankava sur les phases défensives, là où un Rodriguez aurait quand même beaucoup plus de mal, parce qu'il faut bien le dire, lui aussi c'est une chips numéro 2. C'est vrai que l'association Dacruz-Kankava, depuis le retour de Kankava, est quand même, je trouve, très efficace, très solide au milieu. C'est vrai que ça peut expliquer forcément les non-titularisations de Rodriguez. Après, son absence sur la feuille de match hier peut aussi s'expliquer par le fait que Kendom est un joueur qui est
intéressant quand même quand il entre, même si là, il n'a pas forcément eu le temps de se mettre en valeur, et puis même dans le contexte qui était celui du match, c'était pas forcément évident. Mais quand il entre, en général, Endom apporte quand même pas mal en termes de percussion, et ça peut expliquer aussi pourquoi Rodriguez n'était pas sur la feuille de match. Oui, on est d'accord. Autant Endom titulaire, c'est une catastrophe, mais Endom remplaçant, en super sub, qui rentre et qui provoque, c'est plutôt intéressant. Donc je pense que ça peut être une bonne raison, Benjamin, oui. Très bien. Moi, je vous demanderai pas votre top flop pour cette semaine parce que bon, je pense tout le monde, tous nos auditeurs arriveront à s'en rendre compte assez facilement avec les analyses qu'on a pu faire là sur le match. On va passer. On a juste quand même oublié de parler de Weber. Oui, c'est vrai. On en a touché deux mots rapidement. 2 erreurs défensives, ok. Après, bon, faut pas oublier quand même qu'il est très important depuis le début de la saison. Ça arrive à tout le monde de rater un match. Donc je pense qu'il faut pas rester sur ça. C'est un joueur qui va réussir à remonter la pente. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je voulais pas forcément m'attarder dessus non plus. Mais voilà, il fait 2 erreurs, ça arrive. Euh, Moi, ce qui me rend un peu plus perplexe, c'est que bon, si je sais pas ce qu'il était grippé, je crois, cette semaine. S'il n'était pas en forme pour jouer ce match, à ce moment-là, faut pas le mettre. Je pense que s'il a été mis titulaire sur ce match, c'est qu'il était remis totalement, logiquement. Mm. Mais, Oui, oui. Oui. mais ensuite, oui, est-ce que ça valait le coup de prendre le risque s'il n'était pas forcément? On n'aura sûrement pas le fin mot de l'histoire, parce que. Bah, Oui, parce surtout qu'en que plus, tu avais compté sur le banc. Oui, bien sûr. Donc, voilà, exactement. et on a bien vu que du coup, Amiot était beaucoup moins à Serein. l'aise et beaucoup moins Ouais, rassurant Total. du fait que Weber est totalement passé à côté. c'est clair. On va faire un petit avant-match maintenant pour le match face à Nîmes de vendredi prochain. Euh, un déplacement donc à Nîmes qui est 12e au classement, qui reste sur un match nul à domicile face à Sochaux. Alors comment abordez-vous ce match qui sera l'occasion pour Nord et moi de rebondir après cette défaite à domicile face à Laval? Donc oui, c'est l'occasion de rebondir, mais ça reste quand même un match piège. Match compliqué puisqu'on a du mal face aux équipes un peu plus faibles et on a du mal parce que c'est à nous de créer du jeu. Donc ça nous embête un peu. Alors par contre pour Nîmes, ils ont perdu ce week-end, non? C'était pas Non. contre Orléans? Il me semble qu'ils ont perdu 2. Ah oui, c'est possible. Alors, ça peut être encore mis à jour au niveau de la LFP. Et ben en fait Nîmes-Sochaux, là j'ai les résultats sous les Oui. yeux, c'était le Oui, 21 en octobre, effet, ouais. 0-0. En effet, Et donc ouais. là c'était Orléans-Nîmes, ils ont perdu 2-1. Ouais. Donc ça fait quand même qu'ils restent sur 2 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, puisqu'ils ont perdu contre Istres, où c'était un peu la surprise d'ailleurs en Coupe de France. Donc 2 défaites consécutives. Donc c'est un peu le bon moment, entre guillemets, pour les prendre. Mais va falloir quand même se méfier, d'autant plus qu'on a des difficultés quand on joue hors de l'Aune. Donc match compliqué, mais si on reste sérieux, c'est quand même une belle opportunité pour prendre les 3 points. Oui, c'est prenable, c'est faisable, surtout que Nîmes à domicile, c'est pas le Nîmes de la saison dernière. Il y a quelques problèmes à domicile. Déjà, il y a quand même l'état de la pelouse qui aide pas du tout, mais bon, ça handicape les deux équipes. Mais après, au niveau des résultats, ils sont plus prolifiques à l'extérieur que à domicile. Alors oui, j'ai quand même une petite stat. Nîmes n'a pas gagné chez lui encore. Voilà. Ah bah c'est bien, on va Alors, pouvoir les relancer alors. Exactement, c'est parfait. On arrive pile poil au bon moment. J'adore. C'est vrai qu'on est les spécialistes Après, il y a à un ce truc. niveau-là hein, pour relancer les équipes, hein. Ah bah oui, avec 3 tout ça, c'est des choses qu'on connaît. Même là avec Laval, hein. Ah oui, bien sûr. Ouais, sauf qu'ils ont quand même des bons joueurs en plus, Nîmes, hein. Ils ont Alioui qui a déjà mis 8 buts cette saison. Kouakou, qui Quoique, je crois est prêté par Caen, Mm. si je ne me trompe pas. Oui. 6 buts également. ouais, c'est ça. On voit c'est des gars qui au final ont quasiment, pour Alioui, quasiment 3 fois plus de buts que notre meilleur buteur. Euh, Kouakou qui a 2 fois plus de buts. Karim Aïdfana aussi. Ça Oh là là. marque, c'est que ça marque des buts quand même du côté de Nîmes. Donc il va falloir, je pense faire attention. C'est l'équipe qui a marqué le plus de buts. Ah non, alors c'est Valenciennes qui a mis le plus de buts, pardon. Nîmes, c'est 21 buts. Ouais, 23 pour Il y a Valenciennes. 3.
3 qui a 21 aussi. Mm. Et 23 pour Valenciennes, ouais, c'est ça. Mais qui Mais c'est ont, combien de buts Mais encaissés aussi. ils en prennent aussi mais beaucoup. ils en prennent Ils en ont beaucoup pris également. 19. Ils en ont pris 19 encaissés, alors que nous, on en a pris que 12. Ouais. Donc forcément, si tu en marques beaucoup, généralement, tu en encaisses beaucoup. Sinon, tu es premier du championnat, tu pas 12e. On dirait ton équipe, Valentin. Ouais, c'est un peu ça. Mais est-ce qu'ils jouent en 3-5-2? Ça, c'est Ah, quand même la grande Ah ça, bah, j'en ça, suis c'est- pas sûr. Non, non, ils jouent pas en 3-5-2. Déjà parce que Ouais. ça sécuriserait pas assez leur jeune gardien qui est Galion, il me semble. Gallon. Et ils Avec ont le perdu Mathieu Michel qui a signé à Angers. Et à Angers, exactement, et qui du coup fragilise assez la défense, puisque c'était quand même un des grands artisans l'année dernière de la fameuse remontada des Ah 8 oui, points des de moins 8 pénalité. points. Ah ouais, c'est vrai. Cette année, c'est quand même une défense qui est très fragilisée, déjà parce il y a des cadres qui sont partis en défense. Il y a eu des changements dans le staff aussi, puisqu'il y a toujours des problèmes de financement à Nîmes depuis et de dirigeants avec les fameux problèmes des moins 8 points et des Les matchs caisses de truqués. Il y a vin. pas mal de têtes qui ont sauté. Exactement, les bonnes caisses de vin. Et Nîmes, c'est quand même là la bonne occasion pour Reims de se relancer, de marquer tranquillement un petit match tranquille chez une équipe qui est pas très forte à domicile, mais Reims c'est pas très fort à l'extérieur. Donc soit ça sent le match nul un peu pourri, soit ça peut être une bonne occasion. Mais bon, tout ça on le verra que dans le groupe qui va être choisi par Der Zakarian, puisque peut-être qu'il y aura des surprises. Peut-être si ça se trouve qu'il va pas appeler Carasso, ou peut-être qu'il appellera pas Traoré, hein, on sait jamais. Hein. Ah oui, oui, je pense qu'il en est capable. Ah, il est capable de ne pas titulariser Diego, peut-être même. Et je pense aussi que ça dépendra aussi de l'effectif qui sera à disposition de Michel Darzacarian, car on a bien vu que là, il manquait quand même énormément de joueurs. Il manque Janvier, forcément, Charbonnier, Ah, Kier, Fortes, Devaux. Fortes. En plus, Fortes, Michel Darzacarian ça change tout. a parlé en conférence de presse en disant que s'il fallait qu'on mette des buts du pied, de la tête ou même du nez, il fallait le faire. On rappelle faut quand même Fortes. que Fortes a mis un magnifique but du nez face à Lille il y a quelques saisons. Donc c'était Ouais, mémorable. mais là il est blessé. Bon. Donc Bon, dommage. ouais. C'est pas plus mal, hein, honnêtement. Frédéric Bulot, Bulot, pardon, je crois qui serait sur Ouais, le il est toujours retour dans sa jusqu'à la coquille, prochaine mais- blessure. Il est en reprise, oui, il me semble. Ouais. Il est toujours dans sa Ça- coquille. oh là là. Oh là là, non. Merci. Je crois qu'on Les va terminer applaudissements, là-dessus, ça sera pas Valentin. nécessaire. Je crois qu'on va terminer Les là-dessus applaudissements, ça sera pour pas ce nécessaire. podcast. Je vous remercie d'avoir participé et puis on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer, on l'espère, une victoire du Stade de Reims à Nîmes. Bonne soirée. Bonne soirée, salut. Bonne soirée.